Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle leçon d'histoire. Nous nous étions arrêtés donc en 1945. Donc dans le cahier petite méthodologie, on prend deux nouvelles pages blanches à gauche et à droite pour ne pas mélanger avec la leçon de géographie qu'on a finie ce matin, ou pour les 3e 4 et vendredi pour les 3e 3. Donc on s'était arrêté effectivement en 1945. Et au sortir de la guerre, eh bien, il y a deux puissances qui émergent et qui apparaissent comme les grands vainqueurs de ce conflit mondial, à savoir les Américains d'un côté et les Russes. Alors les Américains sont extrêmement célèbres et victorieux au sortir de la guerre. Pourquoi? D'une part parce qu'ils ont été le bras armé de l'Europe pendant toute cette guerre. Ils ont produit, ils ont fourni des armes en quantité industrielle aux Alliés, ce qui leur a permis de tenir le choc face aux nazis et de remporter cette guerre de manière finalement économique. Les nazis en fait ont été privés de ressources à un moment donné, ils n'ont pas pu faire le point, on en avait déjà parlé, se sont trouvés de plus en plus isolés en fait. On leur doit aussi cette célébrité au fait que les Américains, c'est le débarquement sur les plages normandes qui a permis de libérer toute la France et une partie des territoires de l'Europe de l'Ouest. Donc ces deux événements en fait contribuent à renforcer leur image internationale. Et puis de l'autre côté, les Russes, de la même manière, sont ceux qui ont libéré les camps de concentration et d'extermination, qui ont libéré l'Europe de l'Est, et surtout qui ont pris la ville symbolique de Berlin, où se retrouvait retranché Hitler dans son bunker. Même si, au départ, c'est vrai qu'ils étaient alliés avec les nazis, ils ont, après le plan Barbarossa, changé de camp, rejoint les Alliés, et on peut dire qu'ils ont largement payé le prix du sang, puisque 30 millions de soldats soviétiques ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on se retrouve avec deux pays, les Américains et les Russes, qui sont extrêmement forts, ressortent extrêmement forts donc, de la Seconde Guerre mondiale, aux yeux, on va dire, du monde international. Et c'est toujours le problème, c'est que quand on a deux pays forts, c'est un peu comme quand on a deux élèves qui font les cahiers en classe, il y en a toujours un des deux qui va vouloir montrer qu'il est plus fort que l'autre. Et c'est exactement ce qui va se passer dans cette leçon, ce qu'on va voir, qui s'appellera la guerre froide, en fait, parce que les Américains et les Russes vont essayer de prouver l'un à l'autre et aux yeux de tous les autres pays qu'ils sont les plus forts, que ce sont eux qui doivent diriger maintenant le nouvel ordre mondial, alors qu'on vient à peine de sortir de la Seconde Guerre mondiale, qu'il y a eu plus de 60 millions de morts. On a l'impression que les choses n'ont pas été comprises. Alors, page de droite, on va écrire déjà le titre de la leçon. Donc, un monde bipolaire au temps de la guerre froide. Et vous sautez une ligne en dessous, on va écrire la problématique, la question à laquelle on va essayer de répondre. Comment le monde d'après-guerre va-t-il se diviser en deux et frôler une nouvelle guerre mondiale? Donc, je vous conseille de faire pause sur la vidéo pour avoir le temps de noter donc, le titre et la question de la leçon. Alors, ça paraît surprenant que les tensions ressurgissent à peine la guerre finie, puisque en 1945, avait été créée une organisation internationale, l'Organisation des Nations Unies, qui devait justement empêcher le retour d'une nouvelle guerre. Donc on va lire un extrait de la Charte des Nations Unies pour bien comprendre quels étaient et quels sont les trois objectifs encore aujourd'hui de cette organisation. Alors, article 1er. Les buts des Nations Unies sont les suivants. Maintenir la paix et la sécurité internationale et à cette fin, prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de paix. Deuxième point, développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Troisième point important, réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Donc,
qui date du 26 juin 1945. Alors si j'avais été en classe, je vous aurais demandé de souligner les 3 objectifs des Nations Unies. Si on reprend dans le premier paragraphe, on s'aperçoit que le premier objectif des Nations Unies, c'est de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Autrement dit, on ne veut plus de nouvelles guerres mondiales. Donc à tout prix, maintenir la paix. Comment? Par des moyens diplomatiques. Avant qu'une guerre ne se déclare, bien on se réunit, on échange, on discute, on essaye de trouver des solutions de manière diplomatique pour empêcher à tout prix une nouvelle guerre mondiale. Dans le deuxième paragraphe, on s'aperçoit que l'objectif aussi, c'est de défendre à tout prix, dans tous les pays qui vont signer, qui vont appartenir aux Nations Unies, le respect du principe de l'égalité des droits des peuples. C'est-à-dire que tous les peuples, qu'ils soient, on le voit en bas, ils le disent, de langue, de religion, de race ou de sexe différents, quels que soient les peuples, on doit absolument, dans tous les pays du monde, préserver l'égalité des droits de tous. Dans le troisième point, ici, ce qui est important, c'est qu'on insiste sur la nécessité à l'ONU de développer économiquement les pays pauvres notamment, parce que c'est souvent dans les pays pauvres qu'il y a des guerres. On l'a vu, la pauvreté est une des raisons principales du développement des guerres dans le monde. Donc si on récapitule les 3 buts des Nations Unies, c'est de maintenir la paix, c'est de défendre partout le respect et l'égalité entre les peuples, et puis comment? En développant économiquement ces pays et les relations entre ces pays. Le problème, c'est que très rapidement, en fait, cette charte des Nations Unies, ces principes fondateurs vont être très rapidement remis en cause, et on va le voir dans un des discours que va faire Churchill à Fulton. Churchill, je vous rappelle que ça a été le chef, le Premier ministre anglais qui a porté les couleurs de l'Angleterre face aux nazis. Et donc on va voir ce qu'il dit dans ce discours qui est célèbre à l'époque. Alors, de Stettin dans la Baltique jusqu'à Trieste dans l'Adriatique. Ce sont des villes et des endroits que cite Churchill. Un rideau de fer est descendu à travers le continent. Derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États de l'Europe centrale et orientale. Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia. Toutes ces villes célèbres et les populations qui les entourent se trouvent dans ce que je dois appeler la sphère soviétique. Et toutes sont soumises sous une forme ou sous une autre, non seulement à l'influence soviétique, mais aussi à un degré très élevé et dans beaucoup de cas, à un degré croissant, au contrôle de Moscou. Le gouvernement polonais, dominé par la Russie, a été encouragé à empiéter largement et de façon illégitime sur l'Allemagne. Et nous assistons actuellement à des expulsions massives de millions d'Allemands dans une mesure atroce et inimaginable. Les partis communistes, qui étaient très faibles dans tous ces États de l'Est européen, se sont vus élevés à un pouvoir bien au-delà de leur importance numérique et cherchent partout à accéder à un contrôle totalitaire. Des gouvernements policiers dominent dans presque tous les cas, et jusqu'à présent, à l'exception de la Tchécoslovaquie, il n'y a pas de vraie démocratie. Donc, que dénonce Churchill dans ce texte? Si on relit et qu'on insiste sur certaines phrases, que j'ai soulignées pour vous les mettre en évidence, ici, on s'aperçoit que finalement ce que redoute Churchill, c'est il constate que après la guerre, après les accords de paix avec les différents pays, les soviétiques, les Russes ont profité de la situation et ont étendu leur influence. L'URSS a étendu son influence en fait sur tous les pays de l'Europe de l'Est. Et quand on parle de Moscou, on vise clairement l'URSS, Staline. Dans une deuxième phrase, un peu plus loin, on s'aperçoit que les partis communistes qui avaient été créés dans ces pays d'Europe de l'Est et qui étaient souvent minoritaires et faibles, vont gagner en pouvoir et vont chercher partout à mettre en place un régime totalitaire. Un régime totalitaire comme celui qu'on a vu mis en place par Staline en URSS. Et on insiste à la fin sur le fait que ces gouvernements sont des gouvernements policiers, typiques des régimes autoritaires qui se sont mis en place. Ça veut dire qu'il n'y a plus de liberté, on ne garantit plus le respect des libertés et l'égalité,
dans les pays d'Europe de l'Est, alors que ça aurait dû être le cas, comme le dit l'ONU, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce que redoute finalement Churchill, c'est que ces pays ne deviennent, donc d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, qu'ils deviennent tous communistes, et que, en fait, ce ne soit que des marionnettes qui soient dirigées par Staline depuis Moscou directement. Et donc, dans ce texte, on voit bien que le monde semble se diviser en deux. D'un côté, il y aurait dans l'Europe de l'Ouest des pays démocratiques, et de l'autre côté de cette frontière, eh bien, il y aurait des pays qui seraient des dictatures communistes en réalité. Et cette frontière, on la retrouve effectivement imagée dans ce texte, puisque Churchill, et c'est lui qui va inventer l'expression, il parle de rideau de fer. Donc, à peine sorti de la Seconde Guerre mondiale, on a l'impression effectivement qu'il y a un rideau qui s'est tendu et qui va couper l'Europe en deux, avec des démocraties à l'ouest et des régimes autoritaires communistes à l'est. Et c'est cette image, le rideau de fer, qui montre cette frontière. Alors, c'est pas un vrai rideau de fer, hein, parce qu'ils n'ont pas construit un mur réellement, en tout cas pas tout de suite, mais c'est vraiment une frontière qui va devenir petit à petit, littéralement infranchissable pour les citoyens des deux bords de l'Europe. Alors, côté leçon, la première chose qu'on va écrire, donc, page de droite, on a écrit le titre, on a écrit la question, on saute une ligne et on met grand 1, la naissance d'un monde bipolaire. La première chose qu'on a vue, et c'est ce qu'on a expliqué en petit a, c'est les causes de cette naissance d'un monde bipolaire. Bipolaire, pourquoi? Parce qu'il y a bi, ça veut dire deux, donc il y a deux pôles. Il y a une Europe qui va être coupée en deux, cette Europe de l'Ouest qui fonde un pôle et qui va être côté effectivement américain et anglo-saxon, et une Europe de l'Est qui va être du côté de l'URSS, une Europe soviétique, qui est donc de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'on parle de monde bipolaire. Alors les causes. En 1945, donc l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a été créée pour maintenir la paix, défendre les droits de l'homme et aider au développement économique dans le monde. Mais dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, Américains et Anglo-Saxons s'inquiètent de l'influence grandissante de l'URSS et redoutent que tous les pays d'Europe de l'Est ne deviennent communistes. C'est ce qu'on a expliqué à l'instant. On fait pause sur la vidéo pour pouvoir avoir le temps de noter la trace écrite et on continue. Alors, je vais vous donner à lire deux textes. D'une part, donc, un extrait d'un texte du président des États-Unis qui s'appelle la doctrine Truman. Alors, Truman, c'est le nom du président américain parce que je vous rappelle que Roosevelt est mort avant la fin de la guerre. Il n'a pas vu en fait la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il était malade. Et nous allons lire un deuxième texte qui est la doctrine de Jdanov. Donc cette fois-ci, Jdanov était un haut fonctionnaire du Parti communiste de l'Union soviétique. Et il est chargé par Staline d'exposer en fait les idées officielles de l'URSS devant tous les partis communistes d'Europe de l'Est, hein, enfin tous les partis communistes européens. Alors je vais vous lire le premier texte et le deuxième, et vous allez devoir compléter votre fiche jointe pour relever les idées de chacun, parce que chacun a une façon de voir le monde qui est la sienne. Les Américains n'ont pas du tout la même façon de voir le monde après la guerre que celle des Russes. Alors, premier texte, c'est le document 1. Chaque nation se trouvait désormais en face d'un choix à faire entre deux modes de vie opposés. L'un d'eux, avais-je dit, repose sur la volonté de la majorité, et il est caractérisé par des institutions libres, un gouvernement représentatif, des élections libres, des garanties assurant la liberté individuelle, la liberté de parole et de religion, et l'absence de toute oppression politique. Quant à l'autre, on parle de l'autre camp. Il repose sur la volonté d'une minorité, imposée par la force à la majorité, il s'appuie sur la terreur et l'oppression, une presse et une radio contrôlées, des élections truquées et la suppression des libertés personnelles. Je crois, dis-je au Congrès et à la nation tout entière qui m'écoutait à la radio, que les États-Unis doivent soutenir les peuples libres qui résistent à des tentatives d'asservissement par des minorités armées ou des pressions venues de l'extérieur. Tentative d'asservissement, ça veut dire tentative de soumettre un camp.
Le deuxième texte, donc ça c'est la façon dont les Américains voient le monde en 1945, hein, puisque le texte date de 1956, mais ce sont les mémoires de Truman. Autre vision, comment les Russes, cette fois-ci, voient le monde à la fin de 1945. Donc, plus nous nous éloignons de la fin de la guerre, et plus nettement apparaissent les deux directions principales de la politique internationale, à savoir la disposition en deux camps, le camp anti-impérialiste et le camp impérialiste. Les États-Unis sont la force dirigeante du camp impérialiste. Ils sont soutenus par l'Angleterre, la France, par tous les États possesseurs de colonies telles que la Belgique et les Pays-Bas, etc. Les forces anti-impérialistes et antifascistes forment l'autre camp. L'URSS et les pays de la démocratie nouvelle, tels que la Roumanie et la Hongrie, en sont les fondements. Le nouvel expansionnisme des États-Unis s'appuie sur un large programme de mesures d'ordre militaire, économique et politique, dont l'application établirait dans tous les pays visés la domination politique de ces derniers et réduirait ces pays à l'état de satellite des États-Unis. C'est au Parti communiste qu'incombe le rôle particulier de se mettre à la tête de la résistance au plan américain d'asservissement de l'Europe. Quelques passages peut-être un peu compliqués à comprendre pour vous. Donc si je reviens sur ce texte, on voit bien qu'il y a deux camps, hein, il le dit, camp anti-impérialiste et camp impérialiste. Alors que veut dire impérialiste? Quand on est considéré comme un pays impérialiste, ça veut dire qu'on cherche à conquérir des territoires, on est un colonisateur. Quand on est anti-impérialiste, c'est qu'on est contre le fait que les pays colonisent d'autres pays. Un autre mot qui va poser problème, c'est expansionnisme. Si on prend le mot dans ce qu'il veut dire, expansionnisme, expansion, ça veut dire qu'on cherche encore une fois à étendre son influence. Alors soit on cherche à conquérir des territoires, soit on cherche à étendre son influence en fait, de manière économique, de manière intellectuelle, de manière politique, bref, on cherche à montrer qu'on est le plus fort, hein, et à dominer les autres. Alors, donc il ne vous reste plus qu'à télécharger en fait la fiche que j'ai mis en 3 versions différentes et à donc compléter le tableau, c'est-à-dire de prélever en fait dans ce tableau, déjà il y a 2 systèmes politiques qui s'opposent, ça veut dire qu'il y a 2 camps dans chaque texte, hein, que ce soit dans le texte de Janov ou dans le texte du président américain, on voit bien qu'il y a 2 camps, hein, qui s'opposent. Et ensuite, je vais vous demander dans la 2e colonne du tableau de trouver quel est le but de chaque camp, le but des Américains et le but des Russes. Donc je vous laisse un peu de temps et ensuite on corrige. Donc logiquement vous faites pause sur la vidéo, vous essayez de trouver la réponse et ensuite je vous les donne. Alors, si on regarde le tableau, à partir des 2 textes, dans le texte du président américain Truman, pour lui c'est simple, il y a 2 camps. Alors, il appelle ça d'un côté le camp de la liberté, hein, et de la démocratie, donc c'est le camp américain, c'est les pays d'Europe de l'Ouest, et puis ils sont opposés à ce qu'il appelle le camp de la terreur et de la dictature, puisque toutes les libertés sont supprimées, parce que ce sont des États policiers, et donc voilà, donc ça serait les pays d'Europe de l'Est. Leur but, pour les Américains, ils le disent clairement, c'est d'aider financièrement les pays qui sont détruits, de les aider de tous les moyens possibles. Et justement, juste après la guerre, comme énormément de pays sont sinistrés économiquement, les Américains vont proposer ce qu'on appelle le plan Marshall, c'est-à-dire un plan d'aide économique. Ils vont prêter concrètement, c'est un prêt, ils vont faire des prêts aux pays qui le souhaitent pour les aider à se reconstruire, à redévelopper leur industrie, à reconstruire les habitations qui ont été détruites, bref, ils vont leur prêter de l'argent. Donc quelque part, effectivement, à partir du moment où les Américains vont proposer ces prêts aux pays européens, ça crée une dépendance vis-à-vis des Américains, puisque si on accepte un prêt américain, on est quelque part redevable de l'argent que nous a prêté les Américains. Et c'est bien pour ça que les Russes, eux, voient les choses différemment. Alors, pour les Russes, quand on lit le texte, pour eux, ils parlent non pas de camp de la liberté et de camp de la terreur, pour eux, le camp de la liberté, c'est le camp impérialiste. C'est-à-dire que pour eux, les Américains, ils veulent dominer l'Europe de l'Ouest, notamment par exemple en achetant finalement ces pays, en leur proposant un prêt.
Parce que ce sont aussi, en Europe de l'Ouest, des pays qui sont colonisateurs, comme les Français, les Anglais, les Belges, ils ont des colonies. Et puis, eux, ils y opposent donc le camp anti-impérialiste, donc ça c'est leur camp. Donc les Russes, eux, veulent empêcher la domination américaine. Ils sont contre l'expansion des Américains et de leur influence en Europe de l'Ouest. Donc on voit bien qu'ils n'ont pas la même version des choses. Et pour Jdanov, le but, c'est de développer l'influence des partis communistes dans tous les pays européens pour lutter contre l'influence grandissante des Américains. Parce qu'ils accusent les Américains de vouloir acheter les Européens, justement, avec ce plan Marshall. Donc on a vraiment deux logiques qui se mettent en place. D'un côté, les Américains entendent défendre le camp de la liberté et ont peur en fait de l'influence de l'Europe, enfin des soviétiques. Ils ont peur que les soviétiques conquièrent en fait et prennent le dessus sur l'Europe de l'Est, qu'ils n'imposent leur vision des choses. Et donc avec ce prêt, ils essayent de faire rempart à l'invasion soviétique. Et de l'autre côté, pour eux, les Russes, ils font exactement pareil. En fait, ils considèrent que les Américains essayent d'acheter, entre guillemets, de dominer l'Europe de l'Ouest. Et donc, eux, ils veulent faire rempart à ça en renforçant les partis communistes et en empêchant les Américains de prendre le contrôle de l'Europe de l'Ouest. Bref, chacun accuse l'autre de vouloir prendre le contrôle d'une partie de l'Europe. Nous allons voir ensuite, je reviens, excusez-moi, mais ce tableau, en fait, vous pourrez le découper ensuite, ou peut-être pas le découper parce que c'est un recto verso, ou si vous l'avez imprimé sur deux feuilles différentes, le copier, en fait, ce tableau sert de trace écrite dans notre leçon, d'accord? Donc vous pouvez mettre petit b dans la leçon après les causes, vous mettez petit b la rupture des idées, et vous collez le tableau dans votre leçon page de droite, ou vous mettez voir le tableau sur la fiche. Donc, si on résume ici, on s'aperçoit, vous voyez bien, qu'il va y avoir deux camps. Donc cette carte, vous allez la colorier, vous prendrez la fiche jointe, vous colorierez la carte. D'un côté, donc on voit bien tous les pays qui sont en bleu. Donc ça, c'est le bloc occidental. Donc ces États-là, en fait, ils sont, alliés donc aux Américains, aux Anglo-Saxons, c'est ce qu'on appelle le camp de la démocratie, et ce sont les États qui vont bénéficier en fait du plan Marshall, donc de l'aide financière, et ils vont rejoindre une alliance militaire qui s'appelle l'OTAN, l'organisation du traité Atlantique Nord, donc elle existe encore, l'OTAN existe encore, et c'est une alliance militaire au cas où, par exemple, si la France est attaquée, les pays de l'OTAN viennent en aide à la France. De l'autre côté, alors ici en noir, ce qui est important, c'est que je vous ai dessiné le rideau de fer. Alors j'insiste, il n'existe pas réellement, c'est pas un vrai mur, mais il coupe, c'est une frontière en fait qui est imperméable, qui est infranchissable très rapidement. Et donc c'est pour ça qu'on la représente. De l'autre côté, on a le deuxième bloc, le bloc Est, communiste. Donc dans ces États, en fait, ils sont tous finalement, ce sont les partis communistes qui ont pris le pouvoir. C'est Moscou en réalité qui dirige en fait la politique de ces pays, donc ils ne sont plus libres. Et à leur tour, eux aussi, ils vont mettre en place une alliance militaire défensive qui s'appelle le pacte de Varsovie. Donc, on a bien deux blocs, le bloc Ouest, on a le bloc Est, et le rideau de fer qui sépare ces deux pays. Les États qui sont en gris, ce sont des pays qui ont refusé en fait de faire un choix. Ils ne veulent être ni du côté américain ni du côté soviétique. Et le pays qui est en vert, c'est la Yougoslavie qui à l'époque a refusé de suivre en fait la politique de Moscou, donc la politique de Staline. Donc c'est un cas particulier. Cela dit, à sa tête, vous avez aussi un dictateur qui s'appelle Tito, mais qui est aussi communiste, mais qui n'appliquera pas les directives de Moscou. Côté leçon, donc toujours, on va pouvoir écrire ensuite, donc petit c, un monde divisé en deux blocs ennemis, voire carte. À partir de 1947, donc l'Europe va se retrouver coupée en deux blocs opposés de part et d'autre du rideau de fer, une frontière infranchissable. L'Europe de l'Ouest, donc alliée aux États-Unis, est rassemblée dans le cadre de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et deuxième bloc, l'Europe de l'Est, qui est communiste, qui est liée à l'URSS, qui a signé le pacte de Varsovie, qui est une alliance militaire complète donc entre l'URSS et les pays communistes européens. Voilà. Donc pour ce cours, je pense que ça suffit largement. Donc on s'arrêtera là.
Complétez bien votre carte et corrigez bien votre fiche sur la doctrine Jidanov et la doctrine de Truman. Et il ne reste plus qu'à vous dire à demain pour la suite des aventures.